Bonsoir, messieurs, dames. Tout le monde m'entend bien? Ça va? Faites comme ça. Vous m'entendez bien? C'est bien. Ah, il y en a qui disent oui en français. Il y a des francophones ici. Levez la main que je vois. Voilà. Oui, ah bah, c'est pas les plus nombreux, mais bon. Mesdames, messieurs, je ne sais pas pourquoi vous êtes venus me voir. Je sais pourquoi vous avez des raisons de soutenir les travailleurs de cette entreprise, mais je voudrais que vous sachiez que, pour moi, ce moment de ma longue vie de militant politique est un beau moment. J'appartiens à une génération pour laquelle la gauche italienne était un grand modèle. Et il est resté en moi beaucoup de cette admiration, quand bien même ce pays qui avait le plus grand parti communiste d'Europe occidentale, que l'on soit d'accord ou pas avec les communistes, ce n'est pas le sujet. Tout le monde respectait la gauche italienne. Et à côté du Parti communiste, il y avait aussi d'autres organisations que l'on classait d'extrême gauche. Pourquoi extrême, je ne sais pas. Mais qui étaient elles aussi extrêmement inventives et qui nous incitaient sans cesse à nous remettre en cause et à penser, à réfléchir théoriquement. Une génération pour qui le combat de la gauche n'était pas une guerre de communication, de petits slogans. C'était une vision du monde. Et je sais que si vous venez ce soir, c'est parce qu'il y a en vous l'idée de la nécessité d'une autre vision du monde. J'ai pensé que je ne servirais à rien si je venais ici pour parler de l'Italie, parce que je pense que vous la connaissez mieux que moi. Je ne suis pas non plus venu vous dire ce qu'il faut faire en Italie. Si vous ne le savez pas vous-même, je ne peux rien pour vous. J'ai pensé mettre en partage avec vous une manière de penser, une façon d'avancer politiquement, et je viens devant vous en vous montrant les cicatrices de nos combats, en essayant d'exprimer la volonté qui est la nôtre et la certitude que quoi qu'on pense d'un combat, il n'est de combat perdu avec certitude que celui qu'on ne mène pas. Autrement dit, c'est par la lutte que le chemin lui-même s'ouvre. Alors, c'est un honneur pour moi d'être reçu dans une entreprise italienne qui manifeste les vertus essentielles qu'on attribuait à la gauche de ce pays. Premièrement, la combativité. Deuxièmement, le mépris pour les puissants qui, par leur ruse, saccagent tout ce qui les entoure, détruisent des savoir-faire ouvriers, méprisent la capacité que ceux-ci ont montré d'inventer non seulement une forme de combat, mais de réinventer leur propre métier, leur propre production. Nous vivons dans un monde où le système dominant conduit à une faillite collective de la civilisation humaine et où le mode de production dominant est incapable de se corriger. Au contraire de toutes les sociétés du passé où il existait un frein intérieur qui faisait que, au dernier moment, devant le précipice, les sociétés se ressaisissaient. Aujourd'hui, non. Le capitalisme est un système qui est parvenu à un point de développement où il est capable de faire du profit sur les destructions qu'il génère. Et il est donc incapable d'arrêter à temps la catastrophe qu'il propose à la civilisation humaine. Je dis bien la civilisation humaine, et c'est de cela dont je voudrais vous parler. Naturellement, je ne vais pas résumer
350 pages de ce livre au cours de cette soirée. Mais je voudrais présenter quelques-unes des thèses qu'il contient au fil d'un regard sur l'actualité. Le livre se conclut sur la nécessité absolue de commencer par ne plus être politiquement aligné, c'est-à-dire, dans les grandes circonstances qui affectent le monde, ne pas être obligé d'être immédiatement dans un camp contre un autre. Il faut se désaligner des maîtres du monde, quels qu'ils soient, quelle que soit leur nationalité, ce qui signifie aujourd'hui ne plus être aligné sur la politique des États-Unis d'Amérique qui gouverne le monde. Et si demain c'était un autre maître, c'est de l'autre maître qu'il faudrait se tenir à distance. Et si on ne comprenait pas assez quelle catastrophe représente l'alignement politique, alors il suffit de regarder ce qui est en train de se passer à Gaza. C'est parce que tout ce qu'on appelle l'Occident est aligné sur le duo inséparable du gouvernement de M. Netanyahou et des gouvernements nord-américains, quels qu'ils soient, que nous arrivons au désastre moral, intellectuel, physique, génocidaire dans lequel nous sommes aujourd'hui. Qui aurait dit que l'univers entier se tairait pendant qu'a lieu un génocide? Que devant le spectacle de milliers et de milliers de pauvres gens assassinés sans aucun moyen de défense, ce serait ce silence des importants, des puissants, des dominants. Ce double standard qui est que ce qui est vrai quand on le reproche aux Russes, quand on le reproche aux Serbes, quand on le reproche ici ou là, n'est plus vrai quand il s'agit du gouvernement de M. Netanyahou. Nous sommes en train de vivre dans le silence des dominants, silence complice, non seulement de ceux qui assassinent, mais de ceux qui se taisent ou qui regardent ailleurs et qui sont complices du crime et directement responsables de ce crime. Alors, non, ce n'est pas le double standard. Double standard égale pas de standard du tout. C'est la loi du plus fort qui s'applique. Elle est terrible, car le mauvais exemple est contagieux. L'exemple d'envahir son voisin quand on est les Russes, l'exemple d'envahir son voisin quand on est le Rwanda contre le Congo, l'exemple d'envahir son voisin ici et là, dorénavant, s'amplifie. Et à chaque fois, avec des réactions d'alignement des uns sur les autres, incapables de parer les coups qui arrivent. Mais tout de même, regardons cette chose extraordinaire, qui pour beaucoup vient de la jeune génération dans toute l'Europe, par ailleurs vieillissante. C'est cette insurrection en faveur des Palestiniens que l'on observe dans tous les pays d'Europe et qui fait que nos enfants, nos petits-enfants, vous, que je vois ici, avez porté devant nous les valeurs auxquelles nous nous étions référés toute notre vie. Égalité, regard de compassion pour la souffrance humaine, dont les plus anciens, souvent par lâcheté, par abandon, avaient abandonné le combat. Et regardez la férocité avec laquelle s'abat la répression. Regardez comment dans tous nos pays, et je vous parlerai d'abord du mien, combien de gens en France sont-ils poursuivis pour apologie du terrorisme parce que nous soutenons la cause palestinienne. Ce chiffre n'est pas connu, il n'est pas publié. Mais nous savons que la présidente du groupe parlementaire des Insoumis à l'Assemblée nationale française est poursuivie par apologie du terrorisme. Est poursuivie Rima Hassan, députée insoumise au Parlement européen, pour apologie du terrorisme. Et ainsi, on a l'impression d'un monde qui marche sur la tête. Ceux qui défendent le droit des humains sont pourchassés pour apologie du terrorisme
Et ceux qui exercent la terreur sur les populations sont protégés par les États et les polices. Si dur que soit notre combat, nous sommes tous conscients d'être du bon côté, quel que soit le prix que nous ayons à payer. Encore une fois, ce qui est en cause, comme l'a dit notre camarade tout à l'heure, c'est le respect de soi-même. Le besoin de vivre dans la dignité du regard que l'on porte sur sa propre existence. C'est un devoir de combattre et d'appliquer cette devise que je vois derrière moi. C'est un devoir moral et qu'on ne nous demande pas si nous pensons que nous allons gagner ou pas. Nous sommes certains que si nous ne faisons rien, nous ne pourrons pas gagner. Mais nous sommes certains que nous ne pourrons plus nous regarder dans une glace si nous ne faisons rien. Et qu'en quelque sorte, dans ce combat, ce que nous défendons, c'est d'abord peut-être notre propre dignité. Quelle que soit cette répression, j'annonce aux puissants que notre action ne cessera pas. Et je vous demande de considérer la violence avec laquelle la répression se fait. Et elle frappe de tous côtés, d'une manière incroyable. Regardez, le procureur de la Cour internationale de justice, M. Karim Khan, parce qu'il est le procureur qui a inculpé M. Netanyahou et les autres dirigeants israéliens qui sont actuellement au pouvoir, cet homme se voit dorénavant pourchassé. Son compte en banque en Angleterre a été fermé et Microsoft supprime sa liaison. Cela signifie qu'ils sont prêts à frapper partout, y compris les organes de justice qui ont été mis en place et qui sont des conquêtes de la dignité humaine. Ils sont capables de le faire. Alors beaucoup disent, oui, mais que voulez-vous que nous fassions? Comment pourrions-nous? Mais nous pouvons. Nous pouvons. Il suffirait que l'Union européenne, dont nous sommes tous membres, il suffirait que l'Union européenne décide de remettre en cause l'accord de coopération avec le gouvernement de M. Netanyahou, et alors il n'y aurait plus aucun commerce. Et il serait obligé de céder. Il suffirait que l'Union européenne décide un embargo sur les armes, parce que le commissaire européen, M. Josep Borrell, qui était responsable des affaires étrangères jusqu'à il y a peu, nous a appris que 50% des armes qui servent à tuer les Palestiniens viennent d'Europe. Il n'est pas vrai qu'on n'y peut rien. Ce qui est sûr, c'est que ce massacre a lieu avec l'accord des puissants et de ceux qui dirigent ce continent. Et que pour cela, à jamais, soit maudit leur nom, leur lâcheté, leur criminalité abominable. Et nous ne ferons pas partie de leur déshonneur. Non, Madame von der Leyen, vous n'agissez pas en notre nom. Vous agissez au nom de puissances qui ne sont pas les nôtres. Et nous n'avons rien à voir avec vous. Alors, ceci s'applique à tout le continent européen. On nous dit que si l'Allemagne dépense tant d'armes pour M. Netanyahou, c'est parce qu'elle aurait culturellement du remords, d'autres massacres dont elle s'est rendue à la génération précédente coupable. Mais d'où vient que le remords d'un crime se traduise par la reproduction du même crime contre d'autres? Voilà ce que nous ne pouvons pas entendre. Mais regardez bien comment cette crise est venue, et c'est le deuxième point que j'évoque devant vous, à l'intérieur d'un moment particulier de l'histoire du capitalisme de notre époque. Le capitalisme est en panne. Depuis les années 70, la croissance a été divisée par 2, ce qui signifie que l'accumulation du capital est divisée par 2. Il ne faut pas confondre l'accumulation et la concentration. À mesure que l'accumulation se ralentissait, la concentration s'est accrue par la lutte des uns contre les autres. Et dans ce moment de ralentissement, ne sachant plus que faire, étant arrivé au bout d'un système particulier
d'accumulation fondée sur la surexploitation du travail dans les pays d'Asie, eh bien, dans ce moment, ils sont revenus à la vieille formule, la plus ancienne, la plus triviale, la plus grossière du siècle précédent. Le grand penseur français Jean Jaurès, fondateur du socialisme français, disait « Le capitalisme porte la guerre, comme la nuée et les nuages portent l'orage. » Eh bien, les voici repartis dans cette forme triviale. C'est l'économie de guerre. Et l'on voit ceux qui n'arrivent plus à vendre parce que la compétition dont ils se réclamaient avec tant d'enthousiasme s'est retournée contre eux. Inventer qu'ils vont passer de la production d'automobiles à la production de chars et d'avions et de bombes. Et la première économie du continent, l'économie allemande, avoue que puisqu'elle ne peut plus vendre ses voitures, alors elle va devenir la première armée conventionnelle de l'Union européenne. Et ce n'est jamais une bonne nouvelle qu'un pays prétende devenir la première armée conventionnelle sur ce continent habitué et réhabitué aux guerres. Car l'économie de guerre ne peut produire qu'une chose, la guerre. Jamais l'économie de guerre ne produit de la paix, comme soi-disant le dit le vieux proverbe. L'économie allemande a décidé de consacrer 1000 milliards d'euros à la reconversion de l'industrie allemande dans les productions de guerre. 1000 milliards. 1000 milliards. C'est 4 fois et demi le budget annuel de l'Union européenne. C'est 53 fois l'aide humanitaire du vieux continent. C'est 63 fois le budget de la recherche. Ainsi, toute l'intelligence accumulée, le savoir, la technique, les sciences réunies sur ce continent, qui devrait, puisqu'il a connu tant d'horreurs, être le premier à mettre en avant d'abord l'idée que ce qui est important pour les êtres humains, c'est l'entraide, c'est l'intelligence, c'est le soin apporté aux maladies que l'on a soi-même créées. Nous, les Français, toutes nos rivières sont polluées par les pesticides. Tous les êtres humains en France sont pollués par les pesticides. 50% de notre population sera affectée du diabète au milieu du siècle, compte tenu de ce qu'est notre nourriture aujourd'hui, dans le cadre de la malbouffe, on dit en français, de la malbouffe industrielle. Et c'est maintenant qu'il faudrait mettre en avant tout ce qu'on peut inventer de sciences, de techniques, et les avoir à portée de la main. Voyez comment ces gens ici, dans cette entreprise, ont imaginé de fabriquer des panneaux photovoltaïques. Si vous voulez demain produire de l'électricité avec des panneaux photovoltaïques, vous autres les Italiens, comme nous autres les Français, qu'allons-nous faire puisque le marché est dominé par la Chine aujourd'hui? Il nous faudra discuter avec les Chinois, pas faire la guerre. Et pendant un temps, il faut que nous sachions nous-mêmes continuer à faire des panneaux. Sinon, que ferez-vous? Vous serez là à attendre en levant la main pour qu'on veuille bien vous en vendre à vous. Vous vous rappelez de la période du Covid, quand tout le monde pleurait pour avoir des masques et on se battait dans les aéroports pour les avoir? Vous vous rappelez la bataille pour les vaccins? Vous vous rappelez, voilà ce que c'est que de ne pas être indépendant, c'est-à-dire de ne pas être capable de régler par soi-même. Et est-ce que l'Italie manque des ingénieurs, des techniciens, des scientifiques? Non. Est-ce que les Français en manquent? Non plus. Qu'est-ce qui manque? L'idée qu'il y a autre chose que le marché pour organiser la vie des sociétés. Je ne suis pas seulement en train de vous dire que je suis anticapitaliste, je le suis depuis mon jeune âge pour des raisons morales et civilisationnelles. Je le suis parce que je n'ai jamais cru qu'une puissance extérieure soit capable de régler à ma place les faits de ma propre vie. Je n'ai jamais cru que le marché serait l'organisateur de mon existence.
je n'ai jamais cru que le prix serait la juste valeur des objets. Mais aujourd'hui, je ne vous en parle pas idéologiquement. Je vous dis, si vous ne faites rien, que vous soyez de droite ou de gauche, vous mourrez de la même façon par le saccage de la planète et par l'économie de guerre. Ils seront très peu nombreux, ceux qui n'en mourront pas. La question que chaque être humain doit se poser est de savoir qu'est-ce qui est bon pour tous? Quel est l'intérêt général humain? L'intérêt général humain ne coïncide pas avec l'intérêt du capital, qui est une forme d'organisation des rapports sociaux qui est suicidaire. Voilà le fond de la crise de notre société. Et la manière avec laquelle je voudrais interpeller vos consciences, si vous permettez que je le fasse à l'occasion de notre rencontre. Cela dépasse de beaucoup nos engagements partidaires, spécifiques, particuliers. Et maintenant, il faut qu'il y ait, pour régler ces questions de la démocratie. Qu'est-ce que la démocratie? Non, ça n'est pas de dire il n'y a pas d'alternative. On ne peut pas faire autrement. Ça n'est pas de dire tous pareil. C'est-à-dire qu'on soit tel parti ou tel autre, de droite ou supposé de gauche, dire la même chose. Et quand je pense à la famille politique dont moi-même je suis sorti, qui était le mouvement socialiste français, je les entends dire la même chose que l'adversaire. Il faut que le capitalisme marche, parce que comme il avancera, alors il pourra faire des prises d'avantages pour les travailleurs. Montrez-nous un seul pays où cela a lieu. Montrez-nous une seule fois que quand la machine marche mieux, elle profite à quelqu'un d'autre qu'à celui qui la possède. Ça n'existe pas. C'est une vue de l'esprit. Cette stratégie est condamnée, moralement et politiquement. Mais elle est surtout condamnée quant à son contenu. Car pour que ça marche, il faut qu'il y ait sans cesse de la croissance. Et pendant des années, nous y avons beaucoup ici cru. Nous pensions qu'il fallait à tout prix produire, produire, produire. Et on verrait bien ensuite. Mais si l'on fait ça, on connaît le résultat. C'est le saccage de la planète. Par conséquent, le logiciel, comme on dit de manière un peu pédante, le logiciel, le programme intellectuel de la social-démocratie, qui a produit beaucoup de résultats pendant plusieurs décennies en faveur des travailleurs. Il ne faut pas dire le contraire. La lutte des classes, la présence des partis socialistes et communistes a permis d'améliorer considérablement la vie de beaucoup d'entre nous. Je ne serais pas cet homme devant vous si moi-même je n'avais pas bénéficié des luttes des travailleurs de mon pays et du partage de la richesse dans mon pays qui a permis d'entretenir une école publique extrêmement performante, qui hélas l'est beaucoup moins aujourd'hui. Mais cette façon de voir est définitivement condamnée par les circonstances. Ce n'est même plus une affaire de choix. Ça ne peut pas marcher. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui peut marcher d'une manière durable? Enfin, tout de même, nous, la France, qui étions le premier système de santé du monde, eh bien aujourd'hui, nous sommes 23e sur 27 pour ce qui est de la mortalité infantile. Aujourd'hui, en France, on peut mourir en attendant son tour à l'hôpital. Aujourd'hui, en France, les trains n'arrivent plus à l'heure. Aujourd'hui, en France, on n'est jamais garanti que ce que l'on mange ne contient pas des produits nocifs pour l'existence même de celui qui les consomme. Et il m'arrive, quand je vais en bas de chez moi, au magasin, au supermarché, on me vend du jambon et il y est écrit dessus « jambon sans nitrite ». C'est celui-là qui vaut plus cher. Mais moi, j'ai demandé à personne de mettre du nitrite dans le jambon et je n'ai pas envie de payer qu'on n'en mette pas. Mais si j'achète celui où il y en a, je suis certain d'attraper le cancer, parce que c'est une substance cancérigène. Comment a-t-on pu arriver à un niveau d'absurdité pareil? Et nous sommes là parce que c'est la vie. Elle est plus forte que chacun d'entre nous, comme dans une routine. Alors, si vous avez comme moi une vie plus aisée que d'autres, eh bien, vous vous achetez du jambon sans nitrite. Et si vous ne pouvez pas, eh bien, bon appétit avec le nitrite. Oui, telle est la force
de la routine de la vie, qui nous fait croire qu'il n'y a qu'une manière de vivre possible, qu'il n'y a qu'une manière possible d'être humain. Et voyez-vous, comme nous sommes choqués les plus anciens, surpris on va dire, pas choqués, surpris, quand la conclusion, 5 siècles plus tard, de la grande invention italienne, qui est l'humanisme, qui a révolutionné le regard de tout le vieux continent et ensuite du monde entier, en déclarant que chaque être humain, c'est le message de Pic de la Mirandole, ça date de 1487, chaque être humain est l'auteur de son histoire, et que son combat commence par le fait de pouvoir être maître de lui-même pour mener ce combat et être pleinement maître de soi. Combat qu'on retrouve ensuite lorsqu'on va se battre pour la liberté du droit à l'avortement, qui maintenant est une cause, je crois, qui est comprise par tout le monde. Tout le monde comprend que c'est une liberté fondamentale que d'être le maître de son propre corps, quitte à décider de faire ceci ou cela. Mais c'est soi-même qui décide. Les lois dans ce domaine sont des lois de liberté. Regardez comme nous sommes, je parle pour ma génération, pas pour les plus jeunes, comme nous avons été surpris quand on nous a parlé de la liberté du genre. On a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nous ne comprenons pas, mais nos enfants nous ont expliqué. Et c'est à nos enfants que nous devons d'être devenus meilleurs, parce que nous avons compris que le droit d'être soi-même est un droit non négociable, non découpable. Et c'est pourquoi, dans la transmission des générations, il s'est produit ce renversement incroyable, qui est allé des jeunes vers les plus anciens, alors que pendant des générations, c'est toujours des plus anciens vers les plus jeunes. Le temps, en quelque sorte, et vous en trouverez des pages et des pages dans mon livre, s'est renversé. Oui, le temps s'est renversé. Autrefois, la tradition était rassurante. C'est pourquoi tous les fascistes du monde ne rêvent que de tradition. Comme si le futur allait être sans cesse un passé, toujours renouvelé, avec une vision philosophique qui regarde derrière soi tout le temps les bons modèles. Oh, je ne m'encombrerai pas d'une grande démonstration philosophique. Je vous donnerai un seul exemple. Essayez de faire marcher votre téléphone smartphone avec la technique du téléphone filaire. Où est le cadran? Où est le fil? Où dois-je parler? La vie s'est révolutionnée et nous devons révolutionner nos mentalités, non pas pour les changer, mais pour nous demander comment continuer ce qui nous a inspiré dans les conditions nouvelles. Le faire sans peur, le faire sans angoisse, le faire en refusant le discours qui veut propager continuellement de la peur comme lien social. Peur du voisin, peur de celui qui n'a pas la même couleur de peau que vous, peur de celui qui n'a pas la même religion, peur, que la peur. Nous sommes tout au contraire. Ceux qui voulons incarner le mouvement spontané de la vie, qui toujours se dépasse, qui toujours se répand, qui sans cesse se créolise, s'inspire de ce qu'il y a partout autour de soi. Et là encore, par rapport aux fascistes français, nous en avons, nous, une variété particulièrement stupide et risible. Et nous croyons que nous avons les plus bêtes chez nous. C'est un grand record. Nous avons un monsieur qui s'appelle Zemmour et qui remercie, au nom de ses ancêtres, la France d'avoir colonisé l'Algérie. Vous admettrez que rien qu'avec un tel départ, ça commence mal. Mais lui aussi voudrait qu'on soit français de souche, qu'on soit laïque, mais d'une manière très étrange, où la laïcité est devenue un athéisme d'État, et où la laïcité est devenue le prétexte à combattre une religion, alors même que nous sommes, nous, Français, les héritiers de 3 siècles de lutte religieuse entre catholiques et protestants, et que c'est pour cette raison qu'est né le concept italien de liberté de conscience. Si bien que la liberté de conscience, mes amis, mes camarades, a toujours été l'héritière de la liberté du culte. Et quelle que soit notre relation à la religion, 60% des Français déclarent n'avoir aucune religion. Quelle que soit notre relation, le point de départ
est le fait que chacun, dans la liberté de sa conscience, s'inspire là où il a envie d'être inspiré, et que nous n'avons pas entré dans les consciences pour y faire de la police politique. Si bien que, dans le moment actuel, la maladie actuelle, le racisme actuel porte un nom, c'est l'islamophobie, la désignation des musulmans comme des ennemis, et notre devoir est d'être dans la première ligne pour défendre leur liberté de conscience et donc leur liberté de culte. Nous devons à tout prix, nous qui voulons changer la société par les voies pacifiques de la démocratie, nous qui avons pour stratégie, je parle de mon livre, la révolution citoyenne, c'est-à-dire l'augmentation de la capacité du peuple à intervenir à tout moment dans les affaires publiques, en même temps qu'il y a une stabilité des institutions. C'est pourquoi, pour nous, la stratégie de la Constituante est centrale dans notre manière de voir, et elle repose sur le fait que le moyen et la fin sont les mêmes. C'est la citoyenneté, le droit au contrôle. Il faut donc avoir des institutions qui permettent à la fois le calme, l'organisation quotidienne de toutes nos routines et la possibilité révolutionnaire d'intervenir dans les affaires, quelles qu'elles soient, à quelque niveau que ce soit. Et pour cela, défendre partout, comme nous le faisons, comme je l'explique, le référendum révocatoire, c'est-à-dire la possibilité pour le peuple, à tout moment, par référendum, de renverser quelque pouvoir que ce soit, du moment qu'il y a le nombre suffisant de citoyennes et de citoyens pour convoquer ce référendum, et qu'ensuite, il y a une majorité. C'est cette combinaison qui permet une stratégie révolutionnaire et la pratique de la démocratie. La démocratie, normalement, ne doit pas avoir de limites. Cela signifie qu'il faut toujours se mettre en situation de la faire vivre par l'éducation. Bien sûr, d'abord par l'éducation, mais aussi par des institutions qui le rendent possible et qui ne sacralisent pas le pouvoir politique. Voilà comment nous envisageons notre stratégie révolutionnaire. Et dans le livre, nous avons étudié quelque chose qui à moi me coûtait, écoutez-moi, à mes jeunes camarades. Car voyez-vous, moi j'ai commencé dans les rangs de ceux qui luttaient pour la révolution socialiste. Et puis, à partir de 1991 et la chute de l'URSS, avec laquelle, pour ma part, j'avais une certaine distance et beaucoup de critiques, comme beaucoup dans cette salle ce soir, eh bien, il n'y a plus une seule révolution socialiste dans le monde. Alors, évidemment, au bout de tant d'années, ça mérite qu'on y réfléchisse. Et je dis à mes camarades qui souvent me font le reproche de ne pas prononcer certains des mots qui leur sont très chers et que je partage avec eux, peut-être qu'il y a quand même eu des révolutions. Mais oui, il y a eu des révolutions dans le monde entier. Mais elles ont d'autres caractéristiques. Ce sont des révolutions citoyennes. Elles passent par des phases bien déterminées. Nous en avons étudié, je le rapporte dans le livre, 29. Et je dois vous dire qu'on a arrêté parce qu'on a dit on est en train de faire le travail de la CIA et de leur expliquer comment les révolutions s'organisent. Mais vous comprenez, toutes ces révolutions commencent par un moment où les gens disent « le peuple, c'est nous ». Ils sortent les drapeaux nationaux, pas par nationalisme, c'est pour dire « le peuple, c'est nous ». Et ils créent des institutions de double pouvoir. En France, nous avons eu les ronds-points des Gilets jaunes. D'autres fois, ce sont des réunions interprofessionnelles quand il y a eu la bataille pour les retraites en France. À chaque fois, donc, des assemblées citoyennes. Je le dis pour les plus anciens qui ont partagé des idéaux avec moi lorsque nous étions des jeunes gens. Eh bien, ça s'appelait des soviets avant. Soviets, ça veut dire conseil. Eh bien, nous avons eu des conseils de rond-point. Pourquoi? Parce que l'immense majorité de notre peuple, j'ai dit peuple, est en quelque sorte partie prenante, quelle que soit sa situation, pas seulement s'il est ouvrier, pas seulement s'il est exploité, si son travail gratuit est confisqué, mais si vous êtes retraité,
mais si vous êtes chômeur, mais si vous êtes dans une situation de handicap qui vous rend impossible le travail salarié. Et le travail salarié n'est pas le seul travail qui est disponible et nécessaire dans la société. Il y a le travail domestique, il y a le travail artistique, il y a les 1001 choses que nous devons faire comme êtres humains. Dès lors, il y a un peuple, et ce peuple est défini par sa participation à l'accumulation capitaliste, quand bien même il ne le sait pas. Comment? Eh bien, parce qu'il dépend des réseaux du collectif. Mesdames, Messieurs, qui parmi vous a un poulailler à la maison? Qui élève une chèvre au 5e étage? Qui plante des patates sur son balcon? Personne. Si bien que vous ne pouvez pas vous nourrir sans les réseaux collectifs de distribution. Vous ne pouvez pas vous éclairer sans les réseaux collectifs de l'électricité. Vous ne pouvez pas faire la cuisine sans le réseau du gaz. Et du matin au soir, vous contribuez à l'accumulation capitaliste, car si vous ne payez pas, vous n'avez pas le service. Et ce que vous payez, ce n'est pas le prix du produit. Vous payez le prix du produit plus la part qui va revenir à celui qui possède les réseaux. Les réseaux du collectif sont la chaîne commune par laquelle nous sommes tous rattachés à l'accumulation du capital. Et je le dis pour mes camarades, je sais qu'il y en a dans cette salle, qui sont les plus regardants sur la doctrine. Le capital n'est pas une chose. Le capital est un processus. Si vous avez une voiture et que vous l'avez achetée, alors du profit se réalise. Mais si vous ne l'achetez pas, c'est juste de la ferraille. Il faut donc non seulement produire, mais distribuer pour qu'il y ait accumulation. C'est pourquoi, au bout du compte, les réseaux sont tout. Alors peut-être qu'il y a dans cette salle des gens qui disent « Ah, ce Mélenchon exagère, parce que tout de même, il y a du bon dans le capitalisme. Regardez tout ce qu'on a fait. » Oui, je le regarde. Montrez-moi ce qui vaut la peine que je m'éblouisse. Et dites-moi surtout comment vous pensez qu'on va pouvoir régler notre futur. Parce que ceux qui vous ont convaincu que le monde est meilleur quand la main invisible du marché s'est introduite dans vos poches et que la concurrence libre et non faussée, qui est dans la Constitution européenne, va permettre que, spontanément, l'équilibre des activités humaines se réalise. C'est le grand dogme, non? Ça fait 40 ans que ça dure, qu'on nous raconte ça. Et que donc, pour que la main invisible fasse invisiblement bien son travail, il faut que vous fermiez vos grandes bouches et arrêtez de réclamer des salaires exagérés, alors que vous voyez bien que l'idéal, c'est de vivre comme vit un Asiatique, en étant payé avec une tartine beurrée. Vous avez compris ça comme moi? Eh bien maintenant, le mensonge a été entièrement démasqué par M. Trump. M. Trump n'a pas dit « c'est la main invisible du marché qui va faire que vous allez acheter les produits américains ». Il a dit « ou vous achetez les produits américains ou je vais vous tomber dessus ». Il vient avec son revolver, il vous dit « allez, maintenant il faut acheter des produits américains ». Il n'a pas dit « c'est la concurrence libre et non faussée qui va fixer les vrais prix ». Il dit « c'est les droits de douane ». Alors je me suis moqué de lui, je dis « mais il parle comme Brejnev, c'est l'État qui va fixer les prix ». Oui, c'est l'État qui fixe les prix aux États-Unis d'Amérique. Ainsi, le grand mensonge qui a organisé toutes nos sociétés pendant 40 ans au moins, les 40 dernières années, a été d'un seul coup démystifié par le patron de la première puissance de ce monde. Voilà ce qui vient de se passer. Si bien, mesdames et messieurs, que nous sommes les contemporains d'un événement unique dans l'histoire de la civilisation humaine. Premièrement, les règles d'organisation du mode de production de notre époque ont été démenties par ceux-là même qui les ont mises en place. Deuxièmement, nous sommes dans un système qui dit lui-même qu'il n'est pas capable de contrôler la catastrophe qu'il est en train de déclencher. Et troisièmement, un système qui déclare que pour pouvoir continuer à tourner, au lieu de produire des voitures, au lieu de faire de la recherche, au lieu de faire de la science,
on va fabriquer des bombes, des avions et des chars. Parce que ça garantit l'accumulation. Parce que l'économie de guerre, c'est bien. Parce qu'il y a l'État qui paye et qui paye toujours. Et quand vous avez une certaine quantité de cette marchandise, il n'y a jamais de surproduction. Si vous avez des bombes, vous n'avez qu'une chose à faire, la jeter sur quelqu'un. Et vous devez aussitôt en racheter d'autres. L'économie de guerre est une chose extraordinaire pour l'accumulation. Voilà le moment où nous sommes. Et nous sommes en train de perdre notre temps. La bataille commerciale des droits de douane de M. Trump est en train d'importer de la lutte de classe, tant mieux, aux États-Unis d'Amérique. Si nous faisons pareil, l'inflation va être un vol sur vos salaires et vos retraites. Heureusement, les Chinois n'ont pas accepté de courber les chines devant M. Trump, et heureusement, ils ont gagné la bataille des tarifs douaniers. Parce que telle est notre situation aujourd'hui, que nous dépendons massivement des productions qui viennent de Chine, et que si la bataille des droits de douane avait dégénéré, comme l'espérait M. Trump, eh bien tous nous serions en train de payer cette bataille, y compris quand elle se livre entre des Américains et des Chinois. Voilà ce que nous avons sous les yeux. Mais nous perdons notre temps, parce que pendant que tout ça a lieu, le changement climatique est devenu irréversible. Nous ne pouvons plus l'arrêter. Nous pouvons espérer limiter ses effets. Nous pouvons espérer prendre à temps les bonnes décisions pour empêcher que ce que nous avons méprisé pendant tellement de temps, c'est-à-dire les biens communs de l'humanité, biens communs, l'air que nous respirons, biens communs, l'eau, la mer, l'espace, le savoir, la santé, tout ce que nous avons méprisé en pensant qu'il y aurait toujours une solution par des productions nouvelles. Tout ça est en cause, et pas pour dans 100 ans, pour la demi-génération qui se présente, avec les 1000 milliards que les Allemands se préparent à mettre dans l'économie de guerre. Cela suffirait pour assurer la bifurcation écologique qui permettrait d'avoir des énergies renouvelables en 2035. C'est un choix qui a été fait, un choix suicidaire. Madame von der Leyen et les autres qui parlent et prennent des postures, tout d'un coup, il faut être plus européen, il faut être moins pro-américain. C'est un ramassis de menteurs. À peine M. Trump avait dit « vous allez payer », ils se sont mis immédiatement à genoux. Et ils ont dit « oui, chef, nous allons payer ». Il a dit « 5% de votre richesse, de tout ce que vous produisez, vous devez le donner à l'alliance militaire. » Et à qui, je vous prie? À qui? Évidemment aux États-Unis d'Amérique. Et vous avez les Danois qui n'ont pas un mot pour défendre leur propre territoire quand il est menacé d'être envahi au Groenland, qui viennent pleurnicher que, ma foi, ils ont bien compris. Est-ce que les Américains qui ont déjà 3 bases là-bas, il y a 56 000 personnes au Groenland, ce n'est pas un endroit très favorable. Il y a déjà 3 bases. Ils ont dit, vous en voulez une 4e, ou peut-être une 5e, une dans l'eau, une dans l'air, où vous voulez. Vous êtes chez vous, faites ce que vous voulez. Et les mêmes ont baissé les yeux et ont dit, d'ailleurs, nous allons montrer notre bonne volonté. Nous allons vous acheter 27 F-35. Le F-35, c'est un avion que vous voyez passer de temps à autre dans le ciel italien, puisque vous avez lamentablement 100 bases de l'OTAN chez vous. Ce qui vous vaut d'être la cible de vos éventuels adversaires. Je le rappelle pour tous ceux qui roulent des épaules en se disant « nous sommes bien protégés ». Non, vous êtes très mis en danger, c'est pas pareil. Chaque fois qu'on installe de l'armement nucléaire et des bases dans un pays, on devient la cible pour l'adversaire. N'importe qui est capable de comprendre ça. Eh bien, voilà comment ont réagi les Suédois. Et Mme von der Leyen a dit « oui, oui, nous allons faire 850 milliards de budget d'armement pour toute l'Europe ». Alors, mesdames et messieurs, avec 160 milliards d'emprunts, tout ce qu'on ne pouvait pas faire pour ne pas dépasser le déficit, pour l'éducation, pour la santé, pour la science, pour les arts que ces gens maltraitent,
tant que l'art n'est pas une marchandise. Tout ça, c'est oublié. Maintenant, c'est possible pour acheter des F-35. Ceux qui achètent des F-35 feraient mieux d'acheter des fers à repasser. Ou n'importe quoi. Parce qu'un F-35, ça ne décolle que si l'état-major nord-américain est d'accord. Et sinon, l'avion ne décolle même pas. C'est donc un régime d'asservissement aggravé qui est en train de se faire. Et nous perdons notre temps. Si nos sociétés entrent dans le pic de la crise climatique qui arrive et qui est déjà commencé, comme vous le voyez, par d'immenses incendies, par des inondations gigantesques, quand on sera au pic, si on y entre dans cette crise, dans ce moment, en se disant chacun pour soi, que les plus malins s'en sortent, regardez, vous commencez à le voir autour de vous. La première fois qu'il y a un orage qui éclate tout le monde vient pour nettoyer. La deuxième fois, il y en a moins. La troisième fois, on dit qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Et on dit, eh bien, débrouillez-vous. Vous n'avez plus d'électricité, achetez-vous une machine pour en produire. Vous n'avez plus d'eau potable, installez un réservoir privé. Si on entre dans cette crise climatique avec la mentalité néolibérale, chacun pour soi, chacun se débrouille, alors la catastrophe sera encore plus immense qu'elle ne devrait l'être. Car la loi humaine, c'est la loi de l'entraide. Quoi qu'il arrive, les êtres humains, dans la difficulté, s'entraident. Et le néolibéralisme rentre dans votre peau, rentre dans vos instincts, rentre dans vos goûts pour vous opposer à tous les autres. Il faut rééduquer massivement la société au sentiment de l'entraide, de la dépendance mutuelle, de la mise à disposition du savoir. Le capitalisme, contrairement au rêve italien de la Renaissance partagé avec le reste du monde, qui était que plus la science se répandrait, meilleure serait l'humanité. Plus les arts seraient attentifs à l'existence humaine, plus ils parleraient au cœur des êtres humains qui alors deviendraient meilleurs. Oui, il y a un lien étroit entre la conquête de la liberté individuelle et les tableaux de Botticelli. C'est une seule et même chose. Oui, il y a un lien très intime entre l'amour de la nature, de la splendeur, de l'harmonie spontanée, de l'existence, et la lutte contre l'obscurantisme, et la lutte sociale pour l'égalité. C'est la même chose. Il n'y a pas 2 sujets, 3 sujets, 4 sujets. Il n'y a pas est-ce qu'il y a assez d'art, est-ce qu'il y a assez de science, est-ce qu'il y a assez de bien-être, est-ce qu'il y a assez de partage. C'est la même question. La question écologique est une question sociale. La question sociale est une question philosophique. La question philosophique centrale est la liberté et la maîtrise de soi. Voilà les problèmes de notre époque comme ils surgissent devant nous. Ils sont immenses. Je crois que la jeune génération est capable de relever ce défi. Nous autres, les plus anciens, c'est notre devoir. Non pas de faire je ne sais quoi à leur place, mais de les aider à s'emparer du pouvoir pour changer le cours des événements. C'est à quoi j'ai voué cet âge de ma vie. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous pensent comme moi, qu'il est rassurant de voir les plus jeunes entrer dans le combat, parce que c'est d'eux que dépend le fait que ce monde ait un avenir. Car ceux qui ont construit ce monde et ceux qui le dirigent sont incapables d'organiser un quelconque avenir autre que toujours produire n'importe quoi, n'importe comment, et le vendre à plus vil prix. Jusqu'à cette situation absurde, je regardais les chiffres, c'est à peine croyable. Tout le monde change 3-4 fois de t-shirt dans une année. Est-ce que vous savez que quand vous en achetez un à 29 €, ça arrive, il y en a beaucoup. Il n'y a même pas 1 € dans la poche du pauvre diable qui l'a fabriqué. Est-ce que vous savez que le tiers de tous les t-shirts qui sont produits ne seront jamais vendus à personne, ni portés par personne, et qu'ils sortent de l'usine, ils vont dans un tas, une partie est distribuée, est vendue, et le reste est brûlé. Telle est cette civilisation absurde où l'on saccage sans cesse, et que nous qui vivons entourés de pauvreté, de gens sans toit, de gens affamés,
nos enfants des facultés, des universités, comme c'est le cas en France, condamnés à la faim, à la précarité, pendant qu'on continue chaque jour à jeter des milliers de tonnes d'alimentation, qu'on voit des milliers d'occupations non faites dans des appartements, dans des immeubles. Bref, vous connaissez cette situation. C'est l'absurde de cette situation que je veux mettre en scène et auquel je tâche de répondre dans ces différents aspects. J'ai insisté beaucoup, car je ne prétends pas vous faire la leçon d'une quelconque manière. Mais j'ai insisté beaucoup sur l'importance de notre lutte en tant que lutte fondamentale contre l'obscurantisme. En France, jusqu'en 1959, il était interdit de mettre un brevet sur un vaccin. Aujourd'hui, c'est une exception quand quelque chose n'a pas un brevet dessus. Et ces gens s'apprêtent à mettre des brevets sur des formes de vie, de manière à ce qu'elles leur appartiennent définitivement et complètement. Ils modifient la structure même du vivant pour nous en rendre responsables. Je ne sais pas où vous en êtes en Italie, mais en France, on n'a plus le droit de semer des tomates traditionnelles. On ne peut semer et cultiver que les tomates qui correspondent aux graines qui sont vendues par les grandes sociétés. Les mêmes grandes sociétés qui ont inventé la manière de répandre partout du poison pour tuer les insectes et produisent les plantes qui résistent au poison. C'est le monde à l'envers. Voilà ce qu'est fondamentalement notre lutte. Voilà pourquoi je me suis efforcé de lui donner les explications matérialistes qui permettent de comprendre ce moment. Il y a 4 faits par quoi je terminerai essentiels. Premièrement, jamais l'humanité n'a été aussi nombreuse. J'ai plus de 70 ans. Dans ma vie, l'humanité a multiplié 2 fois son nombre. Nous sommes 8 milliards. Nous étions 2 milliards. Les plus jeunes, si la même mésaventure vous arrive, c'est-à-dire si l'humanité doit encore doubler 2 fois, vous serez 32 milliards sur cette planète. Aucune vie n'est possible dans ces conditions-là. Et nous autres, nous sommes les vieux continents, et pour mieux dire, des continents de plus en plus vieux. Et nous nous comportons comme si nous étions des citadelles assiégées. Et nous entendons tous les racistes de la Terre nous expliquer qu'on ne peut pas accueillir une seule personne de plus. Et ces gens-là, avec ce genre de discours, aboutissent à ce résultat que demain, vous ne pourrez plus avoir de système de retraite par répartition puisque vous n'aurez pas les gens pour travailler et produire. Et que vous serez obligé d'avoir des retraites par capitalisation, ce qui signifie que n'y auront accès que ceux qui peuvent accumuler pendant leur vie. Cette humanité innombrable, elle s'est concentrée aux mêmes endroits, tout récemment. C'est depuis 2008, et seulement depuis 2008, que la majorité de l'humanité vit en ville. Nous, en Europe, on s'en rend moins compte, mais c'est une rupture avec des millénaires d'existence humaine. La ville vous rapproche, vous rend interdépendants. La ville vous collectivise, que vous soyez collectiviste ou pas. Et parce que vous êtes nombreux et que vous êtes en ville, alors vous dépendez tous des réseaux. La Terre entière est faite de réseaux. Et ces réseaux vous unissent. Pour la première fois de l'histoire de l'humanité, depuis 2009 et l'apparition des premiers smartphones, en théorie, 5 milliards de personnes sont unies entre elles dans un même réseau de communication. Et ceux qui le découvrent doivent se rendre compte qu'ils sont déjà tous inclus dans la même sphère numérique, chacun avec sa carte bancaire. Et demain, avec le même téléphone sur lequel il y a toutes les données qui permettent d'opérer des paiements. Jamais dans tout le passé de l'humanité, une telle situation n'a existé. Beaucoup de monde, tous au même endroit, tous connectés, tous interdépendants. Voici quelles sont les bases sur lesquelles repose l'analyse de ce que j'ai appelé le peuplisme, qui conduit à comprendre qu'après qu'on ait connu le maître et les esclaves, les serfs et le seigneur, les bourgeois et les prolétaires, eh bien nous sommes entrés dans un âge où c'est le peuple, ainsi interdépendant des réseaux collectifs, qui s'oppose à l'oligarchie qui possède les réseaux en question et vit d'une nouvelle manière qui consiste à prélever des tributs sur les gens. Monsieur Trump
vient d'inventer le tribut pour entrer aux États-Unis d'Amérique. Ce sont des droits de douane qui ont été multipliés par 5 pour les plus bas. Voilà le moment politique. Si vous n'avez pas les armes intellectuelles, alors vous êtes dans la situation inverse de ce que décrivait le philosophe Kant quand il dit « La pratique sans théorie est aveugle. La théorie sans pratique est absurde. » Nous avons besoin de penser clair pour agir clairement. Nous avons besoin de penser clair pour construire des stratégies politiques qui permettent de ne plus dépendre d'appareils politiques vermoulus, pour certains corrompus jusqu'à la moelle, et retrouver une force de créativité, d'auto-organisation, dont vous savez qu'elle est présente dans votre peuple, comme dans tous les peuples du monde. Tous les peuples du monde sont capables du pire. Tous les peuples du monde sont capables du meilleur. L'intelligence consiste à savoir ce que l'on va prendre de l'un ou de l'autre. Regardez cette usine. L'auto-organisation de ceux qui s'y trouvent leur permet d'avoir imaginé d'autres productions que celles à laquelle ils étaient auparavant liés. Leur auto-organisation leur a permis de défendre envers et contre tout la dignité individuelle qui consiste à ne pas baisser les yeux devant celui qui vous fouette ou veut vous faire rentrer de force dans la case qu'il a prévue. Mon livre s'appelait en français « Faites mieux ». Ça ne se traduit pas. Nous venions de finir un premier tour d'élection présidentielle où, si les communistes m'avaient soutenu, nous aurions été au deuxième tour. Il me manquait 420 000 voix. Ils en ont eu 800 000. C'est la vie. Je n'ai pas d'amertume, ni de rancœur, parce que plus forte que toutes les décisions de sommet d'appareil, il y a la volonté individuelle. Les gens regardent, comprennent. Ils voudraient faire confiance, ils se méfient. Beaucoup ont abandonné l'idée que la politique soit quelque chose qui les concerne. La première tâche des militants révolutionnaires, de ceux qui veulent un autre monde, c'est de ramener à la conscience politique ceux qui pensent qu'elle ne sert à rien. Nous n'avons pas d'autre tâche plus urgente que d'aller dans les secteurs qui ont le plus déserté la politique pour les ramener. Car si les quartiers populaires de l'Italie votent pour une Italie insoumise, l'Italie insoumise sera majoritaire. Si la jeunesse qui a déserté massivement les élections trouve sur son chemin une Italie insoumise pour incarner ses objectifs, alors vous gagnerez toutes les élections sans exception. Mais aussi longtemps que vous confierez votre sort à des gens qui vous mentent, vous trahissent et fonctionnent avec un logiciel politique épuisé, vous êtes condamnés vous-même à l'épuisement. Quoi qu'il arrive, la première tâche est de se tenir debout. Je ne dis pas ça pour me fâcher avec ceux qui, parmi vous, sont restés fidèles à telle ou telle organisation politique. Je le fais pour dire que l'heure est à l'alerte absolue. Et c'est la meilleure manière, finalement. Ce n'est pas « ribellatevi » qu'il faudrait écrire, c'est ça. Parce que c'est ça qui veut dire le plus profondément ce qu'est être insoumis. Insoumis à quoi? Insoumis à l'ordre établi, insoumis à la soumission, insoumis au capitalisme, insoumis au suicide collectif, c'est-à-dire dans l'amour et le vécu à chaque instant de goût magnifique sur nos lèvres de la liberté, de la fraternité, de l'égalité. Et on peut le dire même si ce vocabulaire n'est pas toujours le nôtre. Oui, de l'amour des autres. Et du fait qu'on sait qu'il n'y a pas de destin humain individuel en dehors des autres, que nous n'existons que sous le regard des autres, que nous ne pouvons agir que par la relation avec les autres, et que donc toute notre énergie doit être concentrée pour faire en sorte que jamais l'économie, jamais la politique, jamais le discours des dominants viennent nous rendre impossible ou mettre des limites à cette relation forte et fraternelle, égalitaire et libre que nous voulons avoir avec les autres. Je sais que ce discours peut être considéré comme peu politique et peut-être trop philosophique, mais je suis sûr, je suis certain qu'il parle à chacun d'entre vous, quel que soit sa penchant politique.
son goût plutôt pour ceci que pour cela. Je suis certain que nous sommes d'abord semblables. Et nous avons gagné cette démonstration. Longtemps, on nous a dit, vous autres, les gens de gauche, vous autres, les communistes, vous autres, les socialistes, vous rêvez d'une égalité qui n'existe nulle part. Si bien que quel que soit le régime politique que vous mettrez en place, il sera toujours contre la nature. Il sera toujours donc un régime de violence. Mais cette bataille idéologique qui a duré un siècle et demi, nous l'avons gagnée dans les pires des conditions. Parce que maintenant, tout le monde sait qu'il n'y a qu'un seul écosystème compatible avec la vie humaine. Et que donc, ce qui est plus important que quelques biens particuliers ou quelques droits particuliers, c'est l'intérêt général humain. Et qu'il est des biens qui sont inaliénables et dont il faut interdire la propriété privée. L'air, l'eau et combien d'autres choses, je les ai mentionnées tout à l'heure. Seul le collectivisme est l'avenir de l'humanité. Seul le collectivisme rend la possibilité d'une union profonde entre les êtres humains. Voilà, merci pour votre attention.